Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans le cycle de cours intitulé Géopolitique, la Russie et les pays de l'Est européen. C'est ma deuxième intervention. La première avait concerné la Russie et les pays baltes, exactement les origines de la population balte jusqu'en 1918. Je rappelle ce que j'avais évoqué brièvement. J'avais souligné évidemment que cet espace balte était très hétérogène, composé de peuples d'origine indo-européenne, les peuples lettons et lituaniens notamment, situés donc au sud de notre espace, et au nord des peuples d'origine ouralienne. Rappeler aussi la conquête de cet espace balte par une véritable croisade qui avait été décidée par la papauté, encouragée par les peuples, les puissances de l'Occident, croisade menée par des ordres de chevalerie, le plus connu étant l'ordre teutonique. Ces croisades baltes, donc, s'étaient déroulées à la fin du XIIe et essentiellement au XIIIe siècle. Ici, une carte qui rappelle quand même l'importance des chevaliers teutoniques, au moins au début du XVe siècle, où l'ordre domine, vous le voyez, un très large espace des pays baltes. Mais pour les chevaliers teutoniques, tout s'était terminé, ou presque, parce qu'ils ne disparaissent pas, lors de la fameuse bataille de Tannenberg, où ils avaient été vaincus par l'armée polonaise. Alors, ensuite, l'essentiel, j'avais insisté sur ce point, va se passer au XVIIIe siècle. C'est à cette époque que les futurs pays baltes, les futurs États baltes, vont être annexés par la Russie en deux fois. D'abord sous Pierre le Grand, lors de la fameuse Grande Guerre du Nord en 1721. Pierre le Grand commence à mettre la main sur ces territoires. Et ensuite, c'est sous Catherine II, à la fin du XVIIIe, que Catherine II profite des partages de la Pologne pour cette fois-ci annexer l'ensemble des futurs États baltes. Donc, les choses se passent, je le répète, au XVIIIe siècle. Au XIXe, eh bien, c'est la russification de ces régions qui commence. Elle est très dure, elle est de plus en plus autoritaire, menée notamment par ce tsar qui a été pourtant au départ libéral, c'est lui qui a supprimé le servage dans l'Empire, Alexandre II, mais qui à la suite d'attentats nombreux va être très dur pour ses opposants et pour les nationalités incluses récemment, si je peux dire, dans l'Empire russe. Alors, face à ces annexions et surtout à cette russification, on commence à voir une élite balte qui, à la fin du XIXe, au début du XXe, commence donc à résister et à montrer son opposition. Alors, les formes de ce qu'on peut appeler le réveil national balte sont diverses, depuis les traditions orales, l'histoire, jusqu'à la Bible. Ce qui est sûr, c'est que la langue, les langues parlées dans les États baltes, ça devient le cœur vraiment de l'identité nationale qui est en train de se réveiller. Alors, les acteurs, eh bien, c'est une élite, une intelligentsia nationale formée de prêtres, d'enseignants, de journalistes, d'écrivains. Alors, ce réveil, il est surtout culturel, par la presse notamment, par le chant, qui est une pratique très prisée dans ces États, mais il commence à y avoir aussi des résistances politiques, notamment sous l'emprise des idées libérales qui se sont développées dans l'Europe de l'Ouest tout au long du XIXe et notamment à partir du milieu du XIXe, ce qu'on appelait le printemps des peuples. Donc, influencés par ces idées libérales, des partis politiques commencent à naître dans les États baltes, les futurs États baltes, en premier lieu en Lituanie en 1896 et
avec des revendications qui ne sont pas encore indépendantistes, mais qui sont autonomistes. Les indépendances elles-mêmes, les premières, se produiront à la fin du premier conflit mondial, entre février et novembre 1918. D'abord en Lituanie, puis en Lettonie et en Estonie. Donc, en 1918, on peut dire que pour la première fois, les trois États sont indépendants. Alors aujourd'hui, je voudrais étudier comment se déroule justement cette première indépendance et ensuite envisager les deux occupations que ces États vont subir. Occupation d'abord par l'Union soviétique et puis par les nazis. Alors, nous verrons ainsi qu'il y a une première période de 20 ans, entre 1918, une vingtaine d'années, entre 1918 et 1940, donc c'est la période de l'indépendance des trois États. Ensuite, à partir donc de 1940, l'Union soviétique met la main sur les trois États baltes, mais en juin 1941, à la suite donc du renversement des alliances, les Allemands donc entrent dans les pays baltes et les occupent jusqu'en octobre 1944. Et ensuite, à partir d'octobre, donc c'est la reconquête par l'Union soviétique et l'occupation jusqu'à la deuxième indépendance, j'espère l'indépendance définitive, qui a lieu au moment où l'Union soviétique donc se désintègre, c'est-à-dire en 1991. Alors, voyons d'abord donc cette période d'une vingtaine d'années qui est une période de première indépendance pour les trois États baltes. Alors, la première chose, évidemment, c'est de mettre en place des États, et dans le cas des trois États baltes, il s'agit de constitutions démocratiques. Pour ceux qui aimeraient approfondir cette période, je signale un article que j'ai trouvé, je crois, sur le site de la BNF, sur les pays baltes, qui est un article tout à fait intéressant. Alors, devenus indépendants, les trois États vont se doter d'institutions démocratiques. Les trois États adoptent des constitutions républicaines avec des parlements qui portent des noms différents, bien sûr, dans les trois pays, Seimas en Lituanie, Seima en Lettonie et Riigikogu en Estonie. Il y a de très nombreux partis qui se forment, qui exigent des coalitions, qui sont souvent éphémères, ce qui va quand même provoquer une assez forte instabilité gouvernementale. Néanmoins, des réformes importantes se font pendant cette période de l'indépendance qui va à peu près jusqu'aux années 30, puisque on va voir un changement à partir des années 30, un changement politique. Alors, ces réformes importantes, ce sont d'abord des réformes agraires. Il y a une expropriation des grands domaines qui étaient souvent possédés par les Allemands, les populations d'origine allemande. Il y a aussi un renforcement incontestable du nationalisme grâce à la scolarisation, par le fait aussi que désormais on peut, ce qui était interdit à l'époque de l'Empire tsariste, on peut utiliser les langues nationales, donc tout ceci favorise le nationalisme. Et puis, il y a aussi un effort pour moderniser économiquement le pays. Néanmoins, ces pays restent quand même, je vais y revenir dans un instant, assez dépendants de leurs voisins en ce qui concerne l'économie. Alors, quant à la diplomatie, bien, on peut la qualifier de diplomatie sécuritaire. Les trois pays se méfient, non sans raison, de l'Allemagne, de l'Union soviétique aussi, mais néanmoins, on tente de se protéger. Alors, il y a
donc des alliances qui vont être conclues. En 1934, les trois pays resserrent leurs liens entre eux et ils participent aussi à la petite entente en tant qu'observateurs. Je rappelle que la petite entente, c'était une coalition qui avait été formée par la Tchécoslovaquie, la Roumanie et la Yougoslavie, avec le soutien de la France. C'était essentiellement dirigé contre la Hongrie à l'époque. Et donc, les pays baltes deviennent observateurs de cette petite entente. Bon. Euh, J'insiste pour dire que Moscou, bien sûr, pendant cette période, qui n'a pas digéré d'avoir perdu les trois États, fait tout pour miner les nouveaux régimes. Donc Moscou encourage des mouvements pro-soviétiques, par exemple en Estonie, des mouvements qui réclament le retour à la Russie de ces pays. Également des mouvements qui soutiennent les revendications lituaniennes contre la Pologne. Hein, donc, comme on dit familièrement, la Russie fait tout pour verser de l'huile sur le feu et miner donc ces nouveaux régimes. Donc voilà en gros les principaux faits concernant les années 20, c'est-à-dire donc nouvelle constitution républicaine, de nombreux partis qui se forment et des réformes dans tous les domaines. Ensuite, il y a un vrai virage autoritaire à partir des années 30. Alors, on peut s'en étonner, on aurait tort parce que ces virages autoritaires sont le cas de très nombreux pays en Europe. Hein. C'est une tendance, hélas, dangereuse que l'on voit poindre dans les années 30 dans tous les pays d'Europe. Je le rappelle, ça commence par le fascisme en Italie qui s'installe à partir de 1922. En Pologne, le régime de Pilsudski, également un régime très autoritaire. Au Portugal, peu à peu, Salazar va se mettre en place. Hitler arrive au pouvoir en Allemagne en 1933. Franco va donc faire cette guerre civile de 1936 à 1939, puis prendre le pouvoir en 1939. Et en Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie, en Grèce et en Yougoslavie, des régimes autoritaires vont se créer. Donc, ne soyons pas trop étonnés que dans les minuscules États baltes dont nous parlons aujourd'hui, des régimes de ce type se mettent en place. Alors, sans insister, parce qu'on n'a pas le temps, je rappelle que le premier coup d'État, qui est un coup d'État fomenté par l'armée, se produit en Lituanie en 1926. Vous savez, la Lituanie est très proche géographiquement, mais aussi politiquement, de la Pologne. Alors, ce qui se passe en Pologne influe nécessairement. Donc, ce n'est pas étonnant que ce soit en Lituanie que le premier coup d'État ait lieu par l'armée et un régime présidentiel autoritaire se met en place avec Ananas Smetona, qui restera en fonction donc jusqu'en juin 40. Ensuite, c'est en Lettonie, 8 ans plus tard, qu'un coup d'État personnel a lieu avec Karlis Ulmanis, qui met en place un régime autoritaire, mais un régime autoritaire modéré. Lui aussi, donc, Ulmanis, qui devient donc président de la République de Lettonie à partir de 1936, reste en place jusqu'en juillet 40. Et enfin, en Estonie, c'est la même année, un coup d'État qui est surtout dirigé contre l'extrême droite, avec la constitution d'un régime autoritaire à la tête duquel, comme président de la République, donc, se met en place Constantin Pats, qui lui aussi donc va rester président jusqu'en juillet 40, jusqu'à donc l'arrivée des nazis. Alors, sans avoir le temps
de détailler, d'étudier ces régimes autoritaires baltes, je veux quand même très brièvement en souligner la spécificité. Bon, ce sont avant tout des régimes nationalistes qui sont très anticommunistes. C'est d'ailleurs, on peut dire que tous les régimes autoritaires de cette époque ont cette double spécificité. Dans les trois pays se met en place ce qu'on peut appeler un culte de la personnalité, qui n'atteint pas le culte de la personnalité de Mussolini ou d'Hitler, mais qui est réel. Les médias sont contrôlés, mais ne sont pas interdits. La censure est simplement très active. Beaucoup de partis sont supprimés, mais ces régimes, aucun des trois ne sombre dans le totalitarisme tel qu'il existe en Russie à l'époque, en Allemagne ou en Italie. C'est-à-dire donc avec un parti unique à la manière fasciste. Néanmoins, ce sont des régimes incontestablement autoritaires. Je reviens sur l'économie. Bien sûr, je dis bien sûr parce que ce sont quand même de tout petits pays qui arrivent à peine à l'indépendance. Donc, malgré les réformes dont j'ai parlé, l'économie reste fragile. Alors, c'est une économie dominée, d'abord, oui, du point de vue de la population. Vous voyez que ça concerne 6 millions à peu près de personnes. Donc, c'est pas énorme. Alors, je disais donc que c'était une économie dominée par l'agriculture, c'est-à-dire à base de céréales, de produits laitiers, le bois aussi est important. Sur ces photos qui datent de cette époque, je crois qu'elles viennent de Lituanie, on se croirait en Europe centrale, ou en Roumanie, ou en Pologne, avec les chars tirés par des chevaux, des bœufs, des troupeaux bovins, disons. Donc c'est pas une agriculture intensive et remarquable, mais c'est quand même une agriculture de qualité. Ce que je veux dire aussi, pardon, j'ai été trop vite, c'est que la fameuse crise des années 30 frappe les trois pays. On assiste à une forte baisse des exportations, notamment les exportations qui allaient en Allemagne et en Angleterre, dans le Royaume-Uni. On assiste aussi à la suite de cette crise de 1930 à un renforcement du protectionnisme, un renforcement aussi des investissements étrangers dans l'industrie, investissements surtout allemands. Donc cette crise des années 30 n'est pas sans un impact sur l'économie. Quant aux relations internationales, eh bien, elles visent la neutralité, c'est-à-dire que les trois pays refusent des pactes militaires avec les grandes puissances, elles s'en méfient avec raison, mais elles signent des traités de non-agression avec l'Union soviétique et avec l'Allemagne, ce qui n'empêchera pas les pires choses d'arriver. Donc, neutralité, refus de pacte militaire avec les grandes puissances, mais signature de traités de non-agression. Alors, ceci, c'était pour la partie concernant les 20 ans de première indépendance, donc de 1918 à 1939. Et arrive la période la plus douloureuse pratiquement de leur histoire, c'est-à-dire durant la Seconde Guerre mondiale, où les pays baltes vont être envahis, annexés par deux des grands pays, des États totalitaires de l'époque, d'abord par l'Union soviétique, puis par l'Allemagne. Alors tout commence pour les États baltes par le pacte germano-soviétique.
vous savez donc qu'il est signé le 23 août 1939 entre donc les Allemands. Vous avez à gauche le ministre nazi des Affaires étrangères von Ribbentrop et la Russie soviétique, représentée ici au centre par Staline et à droite par le ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique de l'époque, Molotov. Ce pacte de non-agression entre l'Allemagne nazie et la Russie soviétique est signé au Kremlin, à Moscou. Il prévoit des articles qui sont divulgués, mais il y a aussi, et pour les Pays-Bas c'est essentiel, un protocole secret qui prévoit la division de l'Europe de l'Est en zones d'influence. En particulier, donc, Hitler, l'Allemagne nazie, reconnaît donc que cette zone d'influence concerne donc toute la partie rose, c'est-à-dire la Finlande, les deux États baltes d'abord, l'Estonie et la Lettonie. La Lituanie est laissée à la zone d'influence allemande en bleu, mais à peine quelques semaines après, il y a une révision du traité et la Lituanie passe dans la zone d'influence soviétique. Une grande partie de la Pologne et la Bessarabie. Alors, zone d'influence, ça veut dire tout simplement que la Russie peut faire ce qu'elle veut dans cette zone. Et elle ne va pas s'en priver, et elle va commencer très vite et très tôt, donc, à pénétrer dans cette zone d'influence, notamment dans les pays baltes. Donc, le pacte germano-soviétique est essentiel. C'est ainsi que débute donc la première occupation, qui est une occupation soviétique, qui va aller d'octobre 1939 jusqu'à juin 1941. Elle n'est pas très longue, puisqu'elle est interrompue brutalement par le changement d'alliance d'Hitler, qui se retourne contre son allié soviétique en juin 1941. Elle n'est pas très longue, mais elle va être très douloureuse. Alors, elle commence par une période, alors j'aurais dû mettre douce, j'ai mis pénétration douce, avec d'énormes guillemets, parce qu'en réalité, c'est pas très doux. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas officiellement annexion à l'automne 39. Il faudra attendre donc juin 40. Donc, l'automne 39, c'est donc le pacte germano-soviétique vient d'être signé, et aussitôt, un mois après, le 28 septembre, la Russie oblige l'Estonie. L'Estonie, elle est essentielle parmi les trois, puisqu'elle borde la Baltique, et a les ports, donc c'est pour l'Union soviétique comme pour la Russie de Poutine, c'est essentiel, l'Estonie. Donc on parle toujours aujourd'hui des risques d'invasion par Poutine de l'Estonie. Je reviens à la période de 1939, dont le 28 septembre 1939, l'Union soviétique oblige l'Estonie à signer un pacte d'assistance mutuelle. Et elle oblige également l'Estonie à accepter l'établissement de bases soviétiques. Donc on peut dire déjà que l'indépendance de l'Estonie, si elle demeure officiellement, elle est très fragilisé par ces mesures. Et ensuite, donc, quelques semaines après, quelques jours après, eh bien, l'Union soviétique impose la signature de traités identiques avec la Lettonie et la Lituanie. Donc, ça veut dire, je reviens un instant en arrière, ça veut dire un pacte d'assistance mutuelle des trois pays avec l'URSS et la possibilité d'installer des bases. Très vite, des soldats soviétiques affluent, alors que les trois pays sont toujours officiellement indépendants. Donc,
en Estonie, minuscule Estonie, il y a 25 000 soldats soviétiques et des troupes au nombre identique, à peu près 30 000, 20 000, dans les deux autres pays, et ceci à partir d'octobre 1939. Donc il y a l'armée soviétique qui est désormais très présente dans les trois pays, mais il y a aussi les services secrets, notamment donc l'ancêtre du KGB et aujourd'hui du FSB, le NKVD, qui bien sûr a pour ordre d'arrêter tous les éléments anti-soviétiques et antisociaux, c'est-à-dire tous les gens que l'on veut et qui sont susceptibles de freiner la prise en main des trois pays par l'Union soviétique. Et on arrive ainsi, donc, par cette pénétration douce, à un moment décisif, au printemps 1940. Staline va passer à la vitesse supérieure. Alors, considérant que les gouvernements des trois États n'appliquent pas loyalement les pactes d'assistance mutuelle, il somme les gouvernements, les trois gouvernements, par des manifestations, par exemple celle-ci à Riga. Donc, il somme les gouvernements des trois États de se recomposer avec des membres favorables aux soviétiques. Et pour que les choses se passent le mieux possible pour les intérêts de Moscou, Staline envoie 3 commissaires politiques, et pas n'importe lesquels, des personnalités vraiment qui ont déjà exercé la terreur en Union soviétique. Jdanov, le fameux qui va émettre ce qu'on va appeler la doctrine Jdanov de la guerre froide. Donc Jdanov est envoyé en Estonie. Vitchensky, l'ancien procureur des grands procès de Moscou des années 30, est envoyé en Lettonie, et un proche du ministre de l'Intérieur soviétique, un proche de Beria, Dekhanosov, lui, ira en Lituanie. Alors, ces commissaires politiques donc contrôlent à leur manière les élections, auxquelles d'ailleurs, je vous signale, ne peuvent se présenter que des candidats choisis par le Parti communiste, et la liste unique, évidemment, qui est une liste proposée par les partis communistes, l'emporte très largement. Tout est truqué, donc ces chiffres ne veulent rien dire, mais enfin, 96% donc des suffrages favorables à la liste unique du Parti communiste en Lettonie, et en Lituanie, c'est le délire, soi-disant 99,2%. Et dès le mois de juillet 1940, partout dans le pays, il y a des mouvements qui sont créés. Aujourd'hui, ça se passerait par les réseaux sociaux. Là, vous le voyez, ce sont des personnes que l'on paye pour diffuser la propagande soviétique. Là, les affiches russes disent « Nous demandons l'adhésion totale à l'URSS », c'est-à-dire l'intégration de nos pays indépendants dans l'Union soviétique. Et dans sa grande bonté, Staline accepte ces demandes. Une petite parenthèse, je vous signale qu'il y a un film, malheureusement je n'ai pas pu le visionner, un film documentaire qui date de 1941, qui s'appelle « À la rencontre du soleil », qui a été donc tourné par les services de propagande soviétiques et qui est consacré à l'annexion de la Lettonie. Bon, bien entendu, c'est un film de propagande qui a pour but de montrer que c'est avec une joie délirante que les Lettoniens sont intégrés au sein de l'Union soviétique. Mais ce doit être quand même un film très intéressant. Et je vous signale là un article qui a été mis en ligne, donc vous pourrez le voir, qui analyse ce film, montre par exemple la séquence de l'arrivée de l'armée rouge, montre également la séquence du rattachement de la Lettonie à l'URSS le 1er août 1940. Voici un article de la Pravda qui montre
cet événement historique. Donc, nous sommes bien sûr au Kremlin, au Parlement du Kremlin, où là, on propose donc que la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie deviennent des républiques socialistes au sein de l'Union soviétique. Et évidemment, c'est accepté à l'unanimité. Donc, cela étant fait, pardon, commence, commence, se poursuit, s'accentue une terrible mise au pas dans les trois pays. Alors, le but, c'est de remodeler totalement la société balte. Mais je crois qu'il y a un objectif qui n'est pas déclaré, mais qui est une destruction de populations hostiles aux soviétiques. Autrement dit, nous réservons donc le terme de, nous Français, nous réservons le terme de génocide à la Shoah, parce que nous lui reconnaissons à la Shoah, enfin, une véritable institution de la destruction du peuple juif. Tout est prévu, mais il faut savoir que dans les pays baltes, ils considèrent les destructions de population comme également un génocide. Voilà pourquoi il y a dans ces pays un musée des génocides. Génocide allemand, nazi, ça ne fait aucun doute, mais aussi ils appellent génocide donc les destructions de population opérées par les soviétiques. Alors, dans un premier temps, il s'agit donc de désintégrer totalement le système mis en place par les pays baltes depuis leur indépendance, depuis 1918. Donc, ça veut dire que les forces armées sont neutralisées, elles n'ont plus aucune, au départ, aucune force effective pour s'opposer à l'armée soviétique qui est présente. Et puis très vite, elles sont, on pourrait dire, presque intégrées, elles sont soviétisées. L'industrie est nationalisée. Jusque-là, ces pays baltes, c'était la loi du marché, donc il y avait des propriétés privées. Donc désormais, c'est nationalisé et l'agriculture est collectivisée. Nous verrons à quel rythme. Les églises, donc c'est essentiellement l'église catholique en Lituanie et des églises protestantes en Lettonie et en Estonie, sont persécutées et les prêtres, les évêques sont donc arrêtés, parfois tués, envoyés au goulag. Donc, on désintègre le système mis en place depuis 1918 et on le remplace totalement par le système soviétique. C'est-à-dire que c'est désormais le Parti communiste qui a été évidemment totalement noyauté, remis au goût du jour par les soviétiques et par les commissaires politiques. Donc, dans chacun des trois pays, c'est le Parti communiste qui a le monopole de la vie politique, il n'y a pas d'autre parti possible, qui a le monopole sur la vie sociale, pardon, notamment sur la jeunesse et sur l'éducation. Cette période, c'est celle de la terreur. Dans la seule nuit du 13 au 14 juin 1940, donc, vous avez ces chiffres que j'ai mis en noir, enfin en blanc sur noir, 15 000 Lettons, dont 2 400 enfants de moins de 10 ans. C'est ce qui, comment dirais-je, renforce la thèse du génocide. À partir du moment où on déporte des enfants de moins de 10 ans, c'est qu'on ne s'attaque pas simplement aux politiques, aux soi-disant, mais
à la population en entier. 11 000 Estoniens, 21 000 Lituaniens. Et tous sont déportés dans les goulags soviétiques. Donc, en une seule année, depuis juin 40 jusqu'à l'arrivée des Allemands, 130 000 Baltes sont arrêtés, exécutés ou déportés. Pour une population de un peu plus de 6 millions, 6-7 millions d'habitants, c'est considérable. Je voudrais donner quelques témoignages de cette période d'horreur, de terreur. Si vous visitez donc les Pays-Baltes, vous verrez qu'il y a de nombreux musées, et avec raison, qui sont consacrés à ces journées de juin 40, donc où une partie de la population a été ou exécutée ou déportée. Je vous donne quelques extraits. Par exemple, pour la Lituanie. La nuit, on entendait les camions s'arrêter devant les maisons. Les hommes du NKVD descendaient, frappaient du poing, entraient sans un mot. Les familles étaient séparées en quelques minutes. Personne ne savait si nous reverrions les nôtres. Toujours pour la Lituanie, une déportée de 14 ans à l'époque. On nous donna 10 minutes pour préparer nos affaires. Maman pleurait. Le soldat criait. On nous poussa dans un wagon à bestiaux déjà plein. Une femme cria que son bébé n'avait pas de vêtements. Il lui rirent au nez. Pour la Lettonie, donc le fils du président letton. Les prisons étaient pleines d'hommes qui avaient servi l'État letton, des professeurs, des gendarmes, des membres de la Croix-Rouge. La peur était partout. On parlait à voix basse, même chez soi, car on savait que des oreilles pouvaient écouter derrière la porte. Ils ont mis mon père d'un côté, nous de l'autre. Il nous a dit seulement « Soyez forte ». Quelques semaines plus tard, nous avons appris qu'il avait été fusillé en prison. 2 témoignages maintenant sur l'Estonie, une déportée. Le NKVD a pris mon mari au milieu de la nuit. Le lendemain, ils sont revenus pour nous. Ma fille de 3 ans demandait « Quand papa va revenir ?» Nous n'avons jamais pu lui répondre. Un écrivain d'Estonie. Les arrestations semblaient aléatoires. Des voisins disparaissaient sans explication. Les enfants évitaient de regarder les soldats dans les yeux. On savait que les prisons comme Pagari ou Patarei étaient pleines. Donc une terreur épouvantable. Et à cette terreur épouvantable va succéder brusquement une nouvelle période affreuse pour les Pays-Baltes, c'est l'occupation allemande. En effet, donc, vous le savez, à la suite donc de la dénonciation du pacte germano-soviétique par Hitler, donc en juin 1941, Hitler décide d'attaquer son allié, la Russie. C'est le fameux plan Barbarossa. Ça veut dire donc que dès le 22 juin 1941, les troupes allemandes arrivent en Lituanie, puis en Lettonie, et feront leur entrée en dernier en Estonie quelques jours plus tard. Alors, l'accueil qui est fait dans un premier temps aux troupes allemandes est souvent, notamment en Lituanie, un accueil presque chaleureux. Comme je l'avais expliqué pour l'Ukraine, non, en tout cas pour la partie la plus occidentale, ici aussi, les habitants ayant connu la terreur soviétique espèrent que les Allemands seront des libérateurs, c'est-à-dire que les Allemands vont leur permettre de retrouver leur indépendance. Donc, dans un premier temps, ils sont bien accueillis. Mais très vite, les Baltes se rendent compte que
entre les Allemands et les Soviétiques, il n'y a pas de différence, c'est la peste et le choléra, et donc ils déchantent et ils vont devenir des opposants. Alors, les trois pays baltes et la Biélorussie, donc au total quatre États, sont mis dans ce que les Allemands, puisqu'ils remodèlent totalement l'administration de tous les pays d'Europe, font partie, donc les trois États baltes, du commissariat du Reich de l'Est, une véritable colonie, donc, où il y a un gouverneur, nazi évidemment, qui est le commissaire du Reich. Et là, donc, commence une politique d'extermination envers une grande partie de la population et d'abord envers les communautés juives. Les nazis, donc, dès qu'ils arrivent, s'attaquent aux juifs. Donc, dès l'été et l'automne 1941. Notamment, c'est une extermination par les commandos. Hein. Nous avons ici cette affreuse photo hein, où l'on voit donc des nazis en train d'exécuter d'une balle, revolver, fusil, de 4 ou 3 juifs lituaniens. Si on regarde de près la photo, on s'aperçoit que les soldats nazis, là, certains ricanent. Hein, c'est vraiment le comble de l'horreur. Donc, des exécutions de masse, quelques photos, que la plupart viennent de Lettonie ou de Lituanie. Ici, les hommes là qui sont face à ces fillettes assises, là, moitié dénudées, ce sont des collaborateurs, il y en a eu évidemment, des gens donc qui servaient les nazis et qui les ont rassemblés avant de les exécuter. Là aussi, ça n'a pas de nom. En Lituanie, sur ce camion, des juifs qui vont être exécutés. Même chose, ici ce sont des femmes, des enfants, hein. Vous le voyez, on leur a fait tourner le dos et on va leur tirer dans le dos ou peut-être devant et ils vont tomber donc avec les autres cadavres. Toujours en Lituanie, ce sont des juifs, on leur fait creuser une tranchée et sans leur dire, mais certainement beaucoup doivent le comprendre, qu'ils vont être abattus immédiatement et ensevelis dans la tranchée qu'ils viennent de creuser. Donc, des exécutions de masse, également des ghettos qui sont formés donc dans les principales villes, à Vilnius, à Kaunas, à Riga. Donc, on rassemble dans une zone très réduite de ces villes les juifs, et là, peu à peu, on les affame et on les exécute, on vient les prendre, etc. Enfin, c'est le système des ghettos très connu, notamment en Pologne et ailleurs. Alors, les chiffres qui sont donnés, en Lituanie, on pense qu'il y a 95% de la communauté juive qui a été assassinée par les nazis. En Lettonie, donc, 70 000 juifs, plus des déportés. Et en Estonie, la quasi-totalité de la petite communauté juive. Il y a peu de juifs en Estonie. En tout cas, vous voyez ce que j'ai mis en bandeau au fond de la diapositive, les pays baltes sont parmi les régions d'Europe où l'extermination des juifs a été le plus élevée. Donc, une répression politique et sociale des nazis dès leur arrivée qui ont pour cible les juifs, mais pas uniquement. Il y a aussi les communistes, les anciens fonctionnaires soviétiques, tous ceux qui étaient pour l'Union soviétique et bien sûr les juifs. Donc on voit sur cette photo prise en Estonie des victimes de la police soviétique qui ont été donc retrouvées
par les nazis. Minorité russe ou polonaise également dans certaines zones, et on peut dire que tout opposant donc est arrêté. Autre forme de mobilisation forcée, comme ils le font dans tous les pays occupés, j'en ai parlé pour l'Ukraine, les nazis s'efforcent d'enrégimenter une partie de la population masculine dans des bataillons qui leur serviront de bataillons auxiliaires. Par exemple, en Lituanie. En Estonie, il y a une division SS qui est formée quasi uniquement d'Estoniens. Alors, les historiens qui ont étudié cette mobilisation forcée, enrégimentisation, ça y est, je l'ai dit, font remarquer que la motivation de ces gens, d'abord, ils n'ont pas le choix, c'est ça souvent ou l'emprisonnement ou la mort, mais elle est beaucoup plus anti-soviétique. Ils vont combattre donc les soviétiques, leur dit-on, beaucoup plus que de soutenir les Allemands. Les ressources, comme dans tous les pays occupés par les nazis, bon, il s'agit évidemment de piller les trois États, réquisition agricole massive, des travailleurs baltes qui sont envoyés comme travailleurs forcés en Allemagne, et puis toute l'industrie est orientée vers l'armée allemande. On assiste, comme dans tous les pays occupés par les nazis, à la confiscation de propriétés publiques. Oui, je fais remarquer que la population paysanne a particulièrement souffert à partir de 1943, parce que comme les Allemands prenaient tout, hein, même à la campagne, il y avait une pénurie très grave. Enfin, j'insiste sur le moment où les nazis vont se retirer, poussés par les troupes soviétiques qui arrivent, vont se retirer des États baltes. Et là, ils vont pratiquer la tactique de la terre brûlée, hein, c'est-à-dire que les nazis détruisent tout, infrastructures, ponts, gares, installations industrielles, notamment en Lettonie et en Estonie. Donc, ce sont des destructions systématiques pour éviter que les soviétiques, donc, qui arrivent, ne puissent s'en emparer. Donc, c'est la terre brûlée. Alors, arrivons à un premier bilan de l'occupation nazie. Les Juifs, on a dit, c'est considérable, donc peut-être 260 000 victimes. Les non-juifs, c'est également des dizaines de milliers de morts, sous les formes dont j'ai parlé, la répression, les combats. La déportation de travailleurs, on n'a pas de chiffres précis, mais c'est certainement des centaines de milliers qui ont été envoyés en Allemagne. Quant aux destructions matérielles, non seulement les villes ont été endommagées, mais à la suite donc de la tactique de la terre brûlée, on peut dire que la majorité des infrastructures ont été détruites durant l'été, l'automne 1944, au moment des départs des nazis. Donc, ces sociétés des trois pays baltes sortent de la guerre saignées, divisées aussi, et voilà que l'Union soviétique donc s'installe à nouveau pour ces trois pays. Donc je voudrais examiner maintenant la seconde occupation soviétique, donc à partir d'octobre 1944. Alors on pourrait se dire bien sûr que les pays baltes ont connu durant la guerre la période la plus sombre. Bien, d'après les historiens de ces pays, ce n'est pas le cas.
la période postérieure à la guerre, et qui correspond donc à la fin du règne de Staline, donc qui se prolonge jusqu'en 1953, est une des périodes les plus dures de leur histoire. Et là, on retrouve ce que j'ai dit dans un autre cours sur l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il y a un déchaînement, un acharnement de la part de Staline et de ses sbires sur ces populations, à qui il faut faire payer tout, l'occupation des nazis comme s'ils en étaient responsables, la collaboration d'une infime minorité avec les nazis. Donc, on s'acharne vraiment sur ces pays baltes, alors que ces pays auraient dû être, au contraire, reconstruits, remis en état après ce qu'ils avaient subi jusqu'en 1944. Alors, dès que les soviétiques sont de retour, c'est-à-dire donc dès le mois d'octobre 1944, et pendant une longue période de 2 à 3 ans, jusqu'en 1947, la répression faite par les soviétiques dans les 3 pays va être très forte. D'abord, il s'agit évidemment d'éviter toute résistance à la réoccupation, parce qu'on pouvait espérer, des Baltes espéraient évidemment que les nazis ayant été chassés par les soviétiques, bien que les soviétiques seraient de vrais libérateurs et qu'ils rendraient l'indépendance aux 3 États baltes. Mais bien entendu, il n'en était pas question. Pour eux, tout s'était arrêté au mois de juin 1941, c'est-à-dire à l'époque où ils avaient intégré les 3 républiques baltes à l'Union soviétique, et on devait repartir là-dessus. Les pays baltes faisaient partie de l'Union soviétique. Donc il fallait éviter qu'on parle à nouveau d'indépendance. Les élites sont particulièrement visées, et tous les réseaux anti-soviétiques qui avaient été formés très souvent avec la complicité évidemment et l'aide des Allemands sont détruits. Alors, cette répression politique s'effectue selon 4 types de mesures. Il y a d'abord des arrestations, alors de ce qu'on appelle les collaborateurs, mais dans un sens très large. Il y a des nationalistes, il y a des intellectuels, des prêtres. Beaucoup n'ont jamais collaboré avec les Allemands. Mais les soviétiques décident que c'est des collaborateurs potentiels, etc. Donc des anti-soviétiques, on les arrête. Ensuite, il y a des procès à la russe, à la soviétique, expéditifs, où avant même d'être jugé, on est déjà condamné et expédié au goulag soviétique, dans les camps de concentration soviétiques. Mais tout le monde n'est pas dirigé vers les camps. Il y a aussi des exécutions qui sont faites d'ailleurs parfois en dehors de tout procès. C'est des règlements de compte, ce que les soviétiques appellent dans leur rapport des pacifications rurales. Et puis, surtout, c'est la mesure principale, on va s'attaquer à un groupe de guerrilleros qu'on appelle les frères de la forêt. Alors, les frères de la forêt, c'est donc ce sont des résistants baltes, surtout actifs en Lituanie, mais on en trouve dans les 3 pays, qui s'opposent, qui sont anticommunistes et qui s'opposent à la réoccupation de leur pays par les soviétiques. Donc, ils sont assez nombreux, je donnerai un chiffre tout à l'heure, et ils vont donc combattre les forces soviétiques, non seulement à partir donc de l'été, l'automne 1944, au retour des troupes soviétiques dans les pays baltes, mais la lutte va se prolonger jusqu'à
à la fin de la période stalinienne jusqu'en 1953. Alors, ici, ce sont des photos avec des gens qui portent de superbes uniformes. Bon, en réalité, les frères de la forêt sont comme les résistants français pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein, ce sont des guerrieros qui se cachent donc dans les forêts, notamment, d'où leur nom, avec des uniformes. Au départ, ils ont les uniformes qu'ils ont récupérés sur les armées nationales. Hein, donc, ils vont se battre avec beaucoup de courage, et, encouragés, mais pas peut-être directement, par certains pays occidentaux, notamment les Baltes qui se sont exilés aux États-Unis, bien entendu, parlent d'eux et en bien, les loups, c'est comme ça on entend parler surtout de ces frères de la forêt, parce que les soviétiques en parlent comme des terroristes, hein, qu'il s'agit d'éliminer des nazis, si vous voulez, voilà. Alors, au total, donc, durant la période, euh, parce que ça se passe, disons, en grande phase. Il y a d'abord la phase 45-46, c'est les premières déportations, puis ça se calme. La conjoncture internationale joue un rôle important, hein, c'est le moment où la guerre froide se déclare entre l'Occident et puis les soviétiques. Donc il y a une deuxième phase en mai 48, où là, notamment en Lituanie, beaucoup de personnes, 40 000 au moins, sont déportées. Et enfin, il y a la troisième phase, c'est le moment donc où c'est la fin un peu de la période stalinienne. Bon, Staline n'est éliminé qu'en 53, et les opérations de déportation, d'arrestation sont de plus en plus dures, hein, notamment donc en mars 49. Donc les déportés, ce sont des résistants, des religieux, des propriétaires qu'on qualifie de koulaks, c'est-à-dire de paysans riches. Donc 90 000 déportés. Les conditions de déportation sont évidemment terribles, hein. On sépare les familles, le transport s'effectue dans les goulags, dans des wagons à bestiaux, au goulag, ce qu'on appelle les colonies spéciales, c'est un travail extrêmement dur, souvent dans des latitudes ou très chaudes ou très froides, et donc les adultes arrivent à résister au climat et à la dureté évidemment de l'encadrement, mais les enfants, les personnes âgées meurent très souvent. Donc ces déportations, je renvoie là aussi, comme je l'ai fait pour l'Ukraine, au fameux ouvrage de Solzhenitsyn, donc l'archipel du Goulag, où il fait, avec raison, la part belle aux Ukrainiens et aux Baltes. Les Baltes font partie, avec les Ukrainiens, des populations du Goulag qui sont les plus actives dans les révoltes, celles qui sont les plus solidaires aussi, hein. Pour ça, l'ouvrage de Solzhenitsyn est essentiel. Alors ensuite, donc, l'Union soviétique, de retour donc dans ces trois pays baltes, veut terminer la soviétisation qu'elle a à peine amorcée en 40-41. Hein. Donc c'est la collectivisation, c'est essentiel dans tous les pays envahis par l'Union soviétique. Donc comme en Union soviétique, il y a des kolkhozes, donc, et des sovkhozes, donc de kolkhozes, des fermes coopératives, sovkhozes, fermes d'État. Bon, les paysans, évidemment, sont très opposés à ce qu'on leur prenne leurs terres, et on en profite, donc les soviétiques en profitent pour les arrêter, beaucoup. Donc,
c'est une rupture totale, évidemment, des conditions de vie des Baltes, que l'installation de kolkhozes et de sovkhozes, le village disparaît, enfin en tout cas les formes traditionnelles d'organisation villageoise. Désormais, c'est les responsables du Parti communiste qui prennent les choses en main. Alors, pour les taux de collectivisation, au début, donc, on voit la résistance. Hein. Il y a à peine 2 à 4 de collectivisation. Puis, ensuite, les 2 ans qui suivent, 49, 50, où là, c'est vraiment la terreur dans les campagnes. Alors, à ce moment-là, évidemment, les taux de collectivisation grimpent et atteignent 90% en Lettonie, 84% en Lituanie. Et avant que Staline meure, bien, on pourra dire que la collectivisation est totale dans les 3 pays baltes. De même, on assiste à des transformations qu'on peut qualifier d'administratives, c'est-à-dire que tout est calqué sur le modèle soviétique, la planification, les nationalisations. Et ce qui est très important, et que je n'ai pas eu l'occasion encore de mentionner, c'est qu'il y a une véritable colonisation russe. C'est-à-dire que arrivent en masse, dans les 3 pays baltes, des cadres soviétiques et des colons qui sont russes ou qui parlent le russe, surtout en Lettonie et en Estonie. Ce sont donc les ancêtres directs de toutes ces populations russes qui fait pleurnicher Poutine aujourd'hui en disant que tout de même, dans les pays baltes, comme dans d'autres anciennes républiques soviétiques, il y a une population russe qui est maltraitée, et ça lui donne des prétextes pour envisager, évidemment, comme il l'a fait en Ukraine, des occupations de ces pays. Donc, cette colonisation, c'est très important. De même, désormais, les 3 pays sont totalement quadrillés par le NKVD et le MGB. 4000 agents du KGB, par exemple, s'installent dans la petite Estonie, 4000 agents directs, hein, mais il y a aussi les informateurs, 15 000. Donc, c'est comme en Union soviétique, si ce n'est pire d'ailleurs. La police est partout, la police politique notamment. Bon, dans ces pays, la religion jouait un rôle important, très important en Lituanie. Le catholicisme, la force du catholicisme est comparable à sa force en Pologne, hein, pour donner une idée. Et là, donc, au nom de l'athéisme, les soviétiques arrêtent la plupart des prêtres catholiques en Lituanie et des prêtres luthériens, donc en Estonie et en Lettonie. Les églises sont fermées, les séminaires sont réduits, le catéchisme, où il est interdit, où il est très limité. Ceci est important parce que quand on étudiera la fois prochaine la résistance nationale de ces 3 pays, on verra que la religion joue un rôle très important. C'est-à-dire que la force de la répression religieuse va être vraiment un élément moteur pour déclencher cette résistance. Le contrôle culturel est également aussi fort et même plus fort peut-être qu'à l'Union soviétique, la censure, alors que ce soit la presse, que ce soit l'enseignement. Le russe, bien sûr, est imposé dans l'administration au détriment des langues locales. Les intellectuels, les écrivains notamment, bien, par la censure, on leur interdit d'écrire librement. On tente de les rééduquer, de faire en sorte qu'ils diffusent les pensées officielles du marxisme. L'histoire des 3 pays est complètement remodelée, dans un sens évidemment pro-soviétique.
hein. Donc c'est une véritable révolution culturelle. Alors le bilan humain approximatif est terrible pour cette dernière période, donc, qui va de 1944 à 1953. Dans les combats et la répression, il y a des dizaines de milliers de personnes mortes. Parmi les déportés, vous le voyez, la fourchette est entre 130 000 et 150 000. Et les prisonniers politiques dans le goulag, c'est plusieurs dizaines de milliers. Donc, quand on veut distinguer pardon, les trois pays, eh bien, on se rend compte que la russification, elle a été particulièrement forte en Estonie et en Lettonie. Moins forte en Lituanie, parce que là, la résistance a été quand même très forte. Nous le verrons aussi dans la fois prochaine pour comment dirais-je, rappeler la résistance nationaliste dans les trois pays. Je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.